Pourquoi, monsieur le professeur, avez-vous réalisé cette étude sur le cannabis? Alors d'abord, ma formation de neurobiologiste, mon attention portée à la neuropsychopharmacologie me prédisposait évidemment à l'étude des drogues en général. J'ai travaillé sur la caféine et publié, j'ai travaillé sur la cocaïne, j'ai travaillé sur l'amphétamine, j'ai travaillé sur la kétamine, mais dans l'étude de ces différentes drogues, il en est une qui m'a particulièrement interpellé parce que je la voyais sournoisement venir ronger le tissu social et éducatif français. Et j'aimerais faire un détour par les aspects éducatifs. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi la France, qui compte parmi les États au monde, qui dépense le plus de moyens pour la formation de ces jeunes, occupe une si mauvaise place dans le classement PISA, dans le classement des performances éducatives à travers le monde, où nous n'apparaissons qu'à la 27e place. Eh bien, j'affirme, sans avoir tous les outils pour le prouver, mais je pourrais vous donner des éléments de ma démonstration, que si l'on parvient à éradiquer le cannabis de l'espace éducatif, mécaniquement, nous gagnerons au moins dans ce classement une quinzaine de places. Il y a d'autres manettes sur lesquelles on peut agir. Il y a les méthodes éducatives, il y a les contenus éducatifs, il y a les formations des maîtres, il y a les horaires et les temps réservés à l'enseignement. Il y a d'autres manettes. Mais on sait que le cannabis est un énorme perturbateur éducatif. Comment cela? Pourquoi cela? Premièrement, pour apprendre, il faut être éveillé. Ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Eh bien, le cannabis est psycholeptique. Il diminue l'éveil. Pour apprendre, il faut être attentif. Eh bien, le cannabis défocalise l'attention. Il donne une espèce de vision cinématoscopique. Et qui trop embrasse mal étreint, qui embrase trop de sujets à la fois, est incapable de se fixer sur ce qui fait sens. Nous recevons beaucoup trop d'informations. Et dès lors, nous sommes amenés à élaguer ces informations. Nous sommes amenés à en faire une espèce de boulette qui va entrer dans notre hippocampe et qui va s'inscrire sous la forme d'une mémoire de travail, écrit avec une encre sympathique, une encre qui va bien vite s'effacer, et qui s'effacera si un travail ne vient pas à intervenir, qui transcrit ce message avec une encre indélébile dans ce que l'on appelle la mémoire à long terme, l'éducation, la culture. Eh bien, le cannabis, pour des mécanismes neurobiologiques que je n'ai pas le loisir de vous détailler ici, mais qui est passionnant, s'oppose, 1. à la formation de ce message initial en perturbant la mémoire de travail et perturbe la transcription de ce premier message en ce message indélébile. Pour apprendre, il faut être motivé, décidé. Eh bien, le cannabis crée un syndrome amotivationnel. Je suis puissant sur place. Je me déclencherai quand je voudrais, mais le moment n'est jamais venu. Une étude récente, publiée dans la très grande revue les Proceedings of the National Academy des Sciences de New York, montre que chez des sujets qui ont été pendant 20 ans sous l'empire du cannabis, on connaissait leur quotient intellectuel au départ, on a mesuré leur quotient intellectuel à l'arrivée, constaté que celui-ci avait baissé de 8 à 9 points, et de constater que si l'on prolongeait l'abstinence, cela ne réapparaissait pas. La fonction crée l'organe, mais à ankyloser durablement cette fonction, eh bien, elle est incapable de recouvrer ses performances initiales. Le cannabis est un énorme perturbateur cognitif
Et il est très important de faire passer le message à celui-là que si sa consommation n'est pas trop ancienne et n'atteint pas des niveaux extravagants, eh bien ses chances sont considérables de recouvrer, à l'issue de cette consommation, ses aptitudes intellectuelles qu'il avait au départ. Certes, il y a des circonstances où l'anxiété s'en est mêlée, où les troubles dépressifs sont apparus. Hélas, c'est la rivière sans retour, où les troubles psychotiques se sont installés. Néanmoins, il est dans toutes ces circonstances important d'arrêter cette consommation. Le poison est dans la dose. Eh bien, réduire la dose, arrêter le produit est un phénomène qui doit être en toutes circonstances recommandé. En ajoutant que les consommations qui ne sont pas trop anciennes et à des niveaux trop élevés, eh bien, donnent toutes les chances de retrouver, de recouvrer toutes les aptitudes intellectuelles que le sujet avait avant le début de sa consommation. C'est un grand classique. Tel sujet en classe de seconde rencontre le cannabis. L'année de seconde est ruinée. Il va devoir redoubler. Si, pendant les grandes vacances, il a compris, on lui a fait comprendre, on l'a aidé à se détacher complètement du cannabis, eh bien il va refaire ensuite une seconde normale, remettre le pied dans l'étrier et pouvoir, et j'ai des exemples comme cela, de jeunes qui ensuite ont tracé, ont fait des prépas, ont fait des écoles supérieures, ont fait médecine, mais ils ont pu arrêter, et leur consommation n'avait pas été si longue pour qu'on soit dans le cas de figure que j'évoquais tout à l'heure, où ces sujets, au long cours, eh bien, conservaient une baisse de QI qui n'était pas rattrapable. D'où est-ce que vous tirez les chiffres que vous mentionnez dans votre étude? Les chiffres, ils ont été longtemps minimisés. Les chiffres, ils ont été longtemps interprétés pour essayer de mettre le plus possible la poussière sous le tapis. Ces chiffres, ce sont ceux, 1, de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, 2, l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie. En fait, longtemps, il était impossible de masquer ces chiffres. Mais dès qu'ils étaient publiés, c'était pour dire oui, mais enfin, c'est comme ça ailleurs, on est bien obligé de faire avec, il n'y a pas de société sans drogue, voilà à peu près la... Et puis à un moment, les chiffres sont devenus tellement élevés que là, l'argument était de dire, voyez, le coup est parti et plus rien ne peut l'arrêter. Ça y est, on a dépassé le point de non-retour. Il n'y a pas de point de non-retour. Où il y a une volonté, il y a un chemin. Where there is a will, there is a way. Mais là où il y a, comme en France, ignorance, indifférence, complaisance, on arrive aux chiffres extraordinaires, records qui sont ceux de la France. La Suède a pris tôt la mesure de la folie qu'elle laissait faire de consommer librement le cannabis. Et pour pallier cette situation dramatique, elle s'est dotée d'une législation à l'instar de la législation française. Oui, mais elle l'a fait appliquer. Et pour faire appliquer une loi, il faut d'abord la faire connaître, il faut l'enseigner. Deuxièmement, la faire comprendre. Troisièmement, la justifier. Et ça ne se fait pas en quelques minutes. La Suède a libéré 40 heures d'enseignement de la maternelle à l'enseignement supérieur pour expliquer à toute sa jeunesse les faits et méfaits des toxicomanies. Eh bien, cela a marché. Aujourd'hui, la Suède peut s'enorgueillir de compter, en proportion, bien sûr, on ne compare pas des populations si disparates à travers des États européens. La Suède, à ce jour, peut s'enorgueillir de compter en proportion 10 fois moins de toxicomanes, non pas que la France, ce ne serait pas un véritable exploit, que la moyenne européenne. Quand on veut, on peut. Mais quand on ne veut pas essayer, on dit que c'est impossible. Et comme disait l'autre,
J'y suis arrivé parce que je ne savais pas que c'était impossible, parce qu'on ne m'avait pas dit que c'était impossible. Il est grand temps que les décideurs, que le monde politique s'inspirent des politiques qui marchent et non pas du laxisme ambiant qui fait de nous, encore une fois, les plus mauvais de l'espace européen. Et la responsabilité en incombe aux adultes dans leur ensemble, aux parents en particulier. Encore faut-il que les parents soient informés, que les parents soient avertis, que les parents ne s'autorisent pas de faire devant les enfants ce qu'ils deviennent de ce fait incapables de leur interdire.